Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, chavirement d'une pirogue à Saint-Louis, le ministre de l'Intérieur au chevet des rescapés, la validation de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière prévue pour le 27 juillet prochain. L'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès vandalisé hier par des conducteurs de moto Jakarta. 8 personnes arrêtées. Le directeur de l'hôpital a déposé une plainte. On vous explique tout dans cette édition. Et puis le PNUD soutient le projet IRFF pour assurance inclusive en cas de catastrophe naturelle. Quelle assurance pour les victimes des émeutes? Plus de détails dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Chavirement d'une pirogue à Saint-Louis qui a fait 6 morts et 4 rescapés. Le ministre de l'Intérieur était dans la vieille ville au chevet des rescapés. Antoine Diome a annoncé la validation de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière pour le 27 juillet prochain. Ousseynou Diop, Habib Saïk. Suite au chavirement d'hier d'une pirogue ayant à son bord des migrants clandestins, le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome a fait le déplacement sur Saint-Louis pour rendre visite aux rescapés. Il a aussi prié devant la mosquée de l'hôpital régional de Saint-Louis pour les Sénégalais qui ont perdu la vie dans la mer ces dernières 48 heures. Le ministre de l'Intérieur a révélé que 8 personnes ont perdu la vie dans ce drame. Vous avez parlé d'enquête. Qui parle d'enquête doit attendre les résultats avant de se prononcer sur un bilan définitif. Mais pour l'instant, ce qu'on peut déplorer, c'est d'abord 8 corps sans vie. Antoine Félix Abdoulaye Diome a aussi apporté la réplique à ceux qui assimilent les multiples tentatives des jeunes vers l'Europe aux problèmes économiques de notre pays. Pourquoi je voudrais inviter les autres, les uns et les autres, à plus de prudence quand on s'exprime sur un tel sujet pour éviter d'instrumentaliser des questions de douleur concernant des Sénégalais. Le ministre de l'Intérieur a annoncé la validation dans 2 semaines de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière, une manière selon lui de renforcer la lutte, mais aussi de permettre aux jeunes de rester dans le pays. C'est une question beaucoup plus globale dont le traitement requiert un processus, comme ça a été le cas d'ailleurs, participatif et inclusif. Donc il ne s'agit pas que seulement de surveiller et de réprimer, mais il s'agit aussi d'impliquer pour plus d'engagement. Actuellement, les recherches des migrants portés disparus se poursuivent. La marine et les sapeurs-pompiers continuent de sillonner les plages de Mouïd et de Gandiol pour trouver les corps des migrants portés disparus depuis plus de 24 heures. Ce drame a donc fait 8 morts. Le ministre a démenti en revanche la disparition de 300 migrants sénégalais. Nous vous l'annoncions hier. Les 276 jeunes présentement dans un centre au Maroc seront bientôt rapatriés. Voici Antoine Diome. Je voudrais inviter ceux qui font certaines déclarations à d'abord vérifier davantage celles-ci avant de les communiquer parce qu'elles peuvent être source de panique ou d'une trop grande émotion. Nous avons déjà une trop grande émotion avec la disparition des 8 personnes que nous avons déplorées. L'information que je voudrais partager, c'est qu'à ce jour, il y a 276 Sénégalais qui se trouvent dans un centre de rétention au niveau de Dakhla. Et le ministre des Affaires étrangères, avec ses équipes, mais aussi en rapport avec les autorités mauritaniennes et marocaines, s'emploie à leur convoiement de façon saine et sauve ici au Sénégal. Et arrêtons sur les raisons qui poussent les jeunes à partir, la pression sociale, mais aussi le chômage chronique, bien évidemment. Reportage Fatima Touré, Pape Sangouni Mbaye. Les nombreuses vies perdues en mer ces derniers jours au centre des débats à Soumbédioune. En pleine discussion sur l'immigration clandestine, ces 2 jeunes sont partagés sur les causes de la résurgence du phénomène. C'est normal qu'ils partent parce qu'ils rêvent d'un avenir meilleur. C'est un risque à prendre. Soit ils regagnent l'Europe, soit ils meurent.
Pour moi, braver la mer pour allier l'Europe n'est autre que du suicide et c'est aux antipodes de la réalité, raison pour laquelle les jeunes sont prêts à tout faire pour partir. Je pense que ce n'est pas la meilleure solution. Chacun a son destin. L'Europe n'est pas l'Eldorado comme on le pense. Pour ce monsieur, la solution pour stopper le phénomène du Barça-Barsac est de poser les conditions qui garantissent un avenir meilleur à ces jeunes. Aujourd'hui, je suis désespéré parce que même mon enfant n'est pas à l'abri de partir. Parce que s'il voit que ses amis sont partis, il sera influencé à partir, alors que ce n'est pas la solution. Il faut les donner une bonne formation pour qu'ils puissent au moins prétendre avoir un travail décent demain. Ils pourraient être prêts de rester, mais sinon ils seront obligés de partir. Mais si tout le monde veut charger l'État à ce que tout le monde ait du travail, c'est pas possible. Il faut qu'ils reviennent à la raison, savoir qu'au Sénégal, on peut réussir. Il faut se former. Quand on ne se forme pas, on ne peut pas prétendre à quelque chose. La pression sociale, le désespoir, autant de facteurs qui semblent pousser les jeunes à risquer leur vie dans des embarcations de fortune, à la recherche de l'Eldorado. Il faut que l'État nous aide à trouver du travail ici. Un jeune avec une source de revenus conséquente n'a pas le temps de sacrifier sa vie dans la mer. Merci Fatima. L'autre grand titre de cette édition, des conducteurs de moto Jakarta ont vandalisé hier les services d'urgence de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Un des leurs, victime d'un accident, a succombé à ses blessures. Pour les conducteurs, les médecins l'auraient laissé mourir. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop. C'est suite au décès du jeune Baba Diaw, plus connu sous le nom de Nadio, conducteur et réparateur de taxi moto Jakarta, que des jeunes de son quartier et conducteurs de Jakarta ont fait irruption à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès pour dénoncer la non-assistance de leurs collègues. Un blessé succombé à ses blessures. Au bout de quelques heures, ces jeunes ont brisé des vitres, jeté des pierres au niveau des urgences. Un témoin explique. J'ai vu une foule immense, des jeunes en majorité, des conducteurs de taxi-moto Jakarta en furie. Ils ont pris d'assaut le service des urgences où ils ont brisé des vitres avant d'aller lancer des pierres au niveau de la maternité. Baye Cheikh Ndaw, un ami de la victime, révèle que le jeune Baba Diaw a perdu la vie parce qu'il n'a pas été bien assisté sur le plan médical. Si tu vois qu'il y a du monde, la forte mobilisation des conducteurs de moto Jakarta se justifie par la négligence constatée de la part du personnel soignant vis-à-vis de notre collègue. Mais les médecins nous ont fait savoir qu'en plus des fractures au niveau des deux jambes, le gars était sérieusement atteint au niveau de la poitrine et de la tête. C'était une insécurité totale à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Des policiers en renfort sont intervenus pour disperser la foule. Selon la version du service des urgences, le jeune a été bien pris en charge, mais son état de santé était très critique. Et Cheranta, dans cette affaire, 8 personnes ont été arrêtées. Le directeur de l'hôpital a porté l'affaire devant la justice. Le voici avec nos équipes à Thiès. C'est un jeune qui a été reçu ici, le 9, suite à un AVP, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui est reçu aux urgences vers 3 h du matin. L'essentiel, ce qui devait être fait, a été fait, et jusqu'à son décès, vers 13 h. Nous ne sommes pas là pour laisser les gens mourir, mais nous ne pouvons pas aussi empêcher quelqu'un qui doit mourir, mais de mourir. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Mais ce qui est déplorable et ce qui est pas tolérable, c'est qu'après un décès, qu'on s'attaque à une structure sanitaire. Ça, je crois que c'est extrêmement grave et c'est le lieu de le déplorer et c'est le lieu de condamner avec la dernière énergie. Même dans les guerres, mais on épargne les structures sanitaires, on épargne les autos, on les protège à la limite. Le personnel de santé est protégé dans les guerres. Même en cas de couvre-feu, on donne la possibilité au personnel de santé de circuler
juste parce qu'ils doivent prendre en charge les malades. Donc je crois qu'aller jusqu'à... Parce que simplement, il y a un décès dans un hôpital, quel que soit le sentiment que nous avons de la prise en charge de nos malades, je crois qu'il y a des moyens de recours. Vous pensez qu'il y a une négligence dans la prise en charge des malades, mais les tribunaux sont là, mais on ne peut pas attaquer l'hôpital. On ne peut pas admettre, on ne peut pas accepter comme des attaques de l'hôpital, qu'on vienne troubler la quiétude des malades, ici au niveau de l'hôpital, ou pas attaquer aussi, qu'on s'attaque physiquement à du personnel de santé. Nous avons pris nos responsabilités quand même quand ça s'est produit, parce que c'est un groupe de Jakartaman, c'est pas tous les Jakartaman, mais il y a un groupe quand même qui était là et qui a fait du n'importe quoi, je l'appelle comme ça. Il s'est attaqué aux malades, il s'est attaqué aux personnel de santé, il s'est attaqué à nos infrastructures, ils ont même cassé des vitres. Ça, c'est inacceptable. Nous avons pris nos responsabilités, nous avons appelé la police véritablement pour que l'ordre soit rétabli. Dans l'actualité politique, le gouverneur de Dakar interdit le meeting d'investiture de Ousmane Sonko pour Alassane Sall. Cette manifestation constitue une réelle menace de trouble à l'ordre public. Les forces de défense et de sécurité prendront toutes les dispositions nécessaires pour maintenir l'ordre. Dans le même temps, la haute autorité de régulation du PASTEF confirme la candidature de Ousmane Sonko. Ce dernier sera investi. Aminata Maresso. Ousmane Sonko, désigné candidat du PASTEF à l'élection présidentielle du 25 février 2024, un choix après consultation des différentes instances du parti. Dans les 46 départements du Sénégal et les 8 circonscriptions électorales de la diaspora regroupant 45 pays où PASTEF est présent, les procès-verbaux ont fait l'objet d'un triple contrôle et ont donné lieu à toutes les vérifications nécessaires. Sur l'ensemble des coordinations départementales du Sénégal et de la diaspora, la candidature de M. Ousmane Sonko a été retenue à l'unanimité. Aucune irrégularité susceptible d'éliminer la dite candidature n'a été retenue ni constatée. Il reviendra ensuite à cette autorité de régulation de procéder à l'investiture du candidat désigné par les instances du parti. Par conséquent, la haute autorité procédera à l'investiture officielle du candidat en séance publique. Seul bémol, cette cérémonie prévue le 15 juillet au stade Amadou Barry de Guédiawaye est interdite par le gouverneur de la région de Dakar. Dans le communiqué, le gouverneur de la région de Dakar dit s'inscrire dans une logique d'anticipation et de veille pour assurer la stabilité et préserver la paix et la stabilité au Sénégal. Des membres de APR Médina magnifient la décision du chef de l'État de ne pas se présenter en 2024. Il propose en revanche Cheikh Ahmed Tidjanba. Voici Baba Abdul Choub que nous écoutons. La décision courageuse et responsable prise par le président Macky Sall de ne pas se représenter aux élections présidentielles de 2024. Son discours historique à la nation du 3 juillet 2023, fortement apprécié par toute la communauté nationale et internationale, illustre à suffisance son attachement aux principes démocratiques et à la stabilité politique du Sénégal. Son leadership éclairé et sa vision stratégique pour un Sénégal émergent avec une société solidaire dans un état de droit ont permis de réaliser des avancées significatives dans de nombreux domaines. Enfin, nous demandons à tous d'attendre sereinement la décision du président son Excellence Macky Sall concernant la désignation du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous sommes prêts à soutenir ce candidat avec détermination et enthousiasme. Et puis retenez en revanche, le conseil municipal de la commune de Dakar Plateau par délibération a adopté en séance du 10 juillet de rebaptiser l'avenue Louis Faidherbe. Celle-ci porte désormais le nom du président Macky Sall.
Le ministre de la Justice veut finaliser le plus tôt possible la dématérialisation intégrée de toutes les procédures au profit du citoyen. Selon le garde des Sceaux, professeur Ismaël Madior-Fall, qui présidait ce matin l'atelier de validation du schéma directeur numérique de la justice 2023-2027, il s'agira de simplifier toutes les procédures. Le voici avec Alassane Ba. Mise en œuvre du schéma directeur numérique dans les 5 prochaines années, 23-27, favorisera sans nul doute le changement numérique du secteur judiciaire avec la gestion en ligne des procédures et les démarches à l'aide d'outils numériques adaptés aux besoins du service public de la justice. Mesdames et messieurs, l'appropriation et la mise en œuvre du schéma numérique de la justice par tous les acteurs va entraîner une révolution dans le fonctionnement de la justice, en permettant des décisions plus rapides, en simplifiant les procédures et démarches avec une dimension plus transparente des procédures. En outre, elle permettra, cette appropriation, aux usagers de réduire les déplacements et aux magistrats et agents du ministère d'améliorer le travail au quotidien. L'organisation de l'atelier de validation est une belle opportunité pour sensibiliser les acteurs et usagers dans le pilotage de la transformation numérique du service public de la justice à travers la dématérialisation totale des procédures civiles et pénales. Désormais, avec la numérisation, les usagers du service public de la justice pourront utiliser les outils performants dans leurs démarches et leurs procédures. Ainsi, le personnel judiciaire disposera d'outils de travail innovants. Les justiciables pourront introduire des demandes en ligne. L'autre grand titre de cette édition, le PNUD soutient le projet IRFF, Facilité de financement de l'assurance et des risques, en vue de développer l'assurance inclusive. L'objectif est de permettre aux populations les plus vulnérables d'en bénéficier. Notre question, c'est quelle assurance pour les victimes des émeutes? Élément de réponse, Habib Faye et Lamine Diagne. Développer l'assurance inclusive, c'est l'objectif du gouvernement et du PNUD. Mieux instituer une culture de l'assurance au Sénégal. Le projet de facilitation du financement de l'assurance et des risques de catastrophe est mis sur pied. L'assurance inclusive, ça veut dire de ne laisser personne en rade. Donc de viser vraiment les populations vulnérables qui n'ont pas accès à l'assurance classique. Il y a beaucoup d'inondations, de sécheresses. De voir quels sont les mécanismes qui ont été mis en place pour contrer ces assurances-là et aussi nous apporter des solutions innovantes de financement par nos partenaires techniques et financiers. Le Sénégal est dans un système d'intégration régionale, ce qui veut dire que les assurances sont doublement contrôlées par la CIMA, un organe qui regroupe 14 États de l'Afrique centrale et occidentale. L'instance contrôle les compagnies d'assurance. Des mesures sont prises pour éviter d'éventuels dysfonctionnements dans le secteur. Sur les 19 compagnies qui font de l'assurance accident, si vous voulez, automobile, il y a une seule compagnie qui est en difficulté et qui est sous suivi. Les autres compagnies respectent les normes et c'est vrai qu'il y a un effet d'entraînement s'il y a une ou deux compagnies qui sont défaillantes. Disons, l'image tourne sur tout le monde. Mais je pense qu'actuellement, il y a des mesures sérieuses qui sont en train d'être prises, qui sont déjà même prises par la CIMA au niveau réglementaire. Et il y a des mesures de marché qui sont en train d'être prises par l'Association des compagnies d'assurance du Sénégal. Il nous faut vraiment voir l'impact de certaines catastrophes sur pas seulement les entreprises, mais dans la vie humaine. En 2021, la perte économique mondiale due à des centaines de catastrophes s'élevait à près de 260 milliards de dollars. En matière de prise en charge des sinistres, la police d'assurance a ses limites. Il y a des risques du moins à couvrir et des risques à exclure des garanties. Donc parmi ces risques à exclure, il y a les émeutes, il y a des soulèvements populaires, il y a des guerres et il y en a tant d'autres. Les assureurs, donc comme que ce sont des risques qui ont été exclus, donc les assureurs ne peuvent pas y prononcer. Les événements de mars et juin ont causé d'énormes dégâts matériels. Cheikh Gueye a subi la loi des malfaiteurs. Il n'avait pas d'assurance
Il tire alors les leçons de ces incidents tragiques. Non, avant l'attaque, je n'étais pas inscrit à une police d'assurance. Au début, j'ignorais son utilité et je ne m'attendais pas à être victime de cambriolage. Maintenant, j'ai compris l'importance d'assurer ses biens. L'État réfléchit à la mise en place d'un produit pour soulager les victimes en cas de soulèvement populaire. Un aspect exclu des traités des compagnies d'assurance. Jusqu'ici. Merci Habib. Dans l'actualité également, le mot d'ordre décrété par les acteurs portuaires très suivi ce jeudi. Ils décident de poursuivre le mouvement. C'est une question d'honneur selon Étienne Sarr, président du mouvement, avec Mamadou Fall. Il y a beaucoup de camions qu'on a pu détourner qui sont repartis à leur base. Il y en a qui néanmoins avaient déjà pris des engagements, ont essayé de respecter leurs engagements. On ne les en veut pas. Il y a beaucoup de transitaires qui ont suivi, qui n'ont pas déposé de déclaration en douane. Ce qui nous motive, ce n'est ni le port, ni nous-mêmes, c'est le peuple sénégalais qui nous motive à tenir cet arrêt de travail. Ce que je puisse vous expliquer, aujourd'hui, toute marchandise qui sort du port est impactée par des surestaries et des magasinages. Et ça va directement sur le prix de revient, ça veut dire le prix vendu aux Sénégalais lambda. Et nous ne sommes plus dans cette disposition de voir nos parents, nos amis et nos frères qui vivent dans ce pays souffrir de la cherté de la vie. Des sondages dernièrement ont montré que le Sénégal est le pays le plus cher dans le continent. Nous sommes pour cette bataille, mais la bataille que nous menons, c'est pour le panier de la ménagère du Sénégalais. Et voilà pourquoi on a décidé demain de continuer ce mot d'ordre de grève, suivre derrière, même si ce n'était pas une réussite, si on avait 0%, on le fera pour l'honneur des gens qui sont en train de souffrir dans ce pays de faim et de misère. Je vous en prie. Tout autre chose à présent, une délégation du ministère de la Santé et de l'Action sociale dans la commune de Malicounda pour inaugurer un poste de santé et une maternité dans 2 villages. Estimés à 70 millions de francs CFA, ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de l'accès universel aux soins et pour les populations. C'était un vrai soulagement. Ndeye Mati-Dieng et Mamadou Gueye. Une nouvelle maternité à Malicounda Ngourouch et un nouveau poste de santé à Gagnabougou. Ces infrastructures inaugurées par le maire de Malicounda pour renforcer le plateau technique de la commune. Et à ce jour, il n'y a que 2 villages sur nos 22 qui n'ont pas encore de poste de santé ni de maternité. Et notre objectif, c'est que d'ici 2025, en tout cas, qu'on ait cette couverture totale. L'objectif final étant, en tout cas, d'avoir une pyramide sanitaire assez complète avec des postes de santé dans nos 22 villages, d'avoir un centre de santé dans la zone sud, un centre de santé dans la zone nord, et le tout couronné par la construction de l'hôpital, du 2e hôpital du département de Mbour, prévu par le président de la République à Fandan, c'est dans le village de Malicounda. Un investissement de 70 millions pour ces 2 infrastructures. Maguette Sène dit vouloir davantage prouver l'intérêt qu'il porte à l'accès aux soins. La première infrastructure qu'on va inaugurer après cette déclaration, on va lui donner le nom du président Macky Sall. Et le poste de santé de Gagnabougou porte le nom du président Macky Sall, justement pour lui dire merci. Le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale salue les efforts consentis à Malicounda. Quand vous avez une commune où il y a 22 villages, quand il ne vous reste plus que 2 villages où il n'y a pas d'infrastructure de santé, c'est un mérite qu'il faut saluer. Quand effectivement vous réalisez des infrastructures de qualité, c'est également quelque chose que le ministère doit magnifier. Et elle nous a demandé également, Madame le ministre, de prendre l'engagement à son niveau, de lui assurer l'accompagnement. L'appel à la candidature pour le recrutement du personnel est lancé. Ces 2 infrastructures vont être fonctionnelles d'ici 2 semaines, selon le maire de Malicounda. Merci Ndeye Mati. On en vient à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage de Ibrahima Diallo intitulé Le soldat inconnu, mon héros, un recueil de 47 poèmes pour rendre un vibrant hommage aux soldats. Note de lecture, Ibou Diouf. Ce récit poétique a permis à l'auteur de décrire la vie sociale et militaire des soldats. Ibrahima Diallo rend hommage aux hommes de l'armée et magnifie le rôle dans la préservation de l'unité nationale. Il s'agit de recueil de poèmes de 45 titres. Nous sommes tous des soldats, donc c'est
Voilà, chacun se sent soldat à travers ce titre. Le principal message, c'est de rendre un grand hommage à nos soldats, à notre armée. 47 poèmes, 47 univers, un recueil au nom évocateur. Ibrahim Diallo propose au public le soldat inconnu, mon héros. Je me suis dit qu'il y a dans ce monde aujourd'hui un élément nouveau qui nécessite de la part des acteurs comme moi et d'autres de proposer des pistes et voies pour que les populations puissent mieux comprendre le rôle et la place de notre armée. Un recueil de poèmes ou un soldat inconnu, pour l'auteur Ibrahim Diallo, il s'agit d'un livre de gratitude envers ces hommes de l'armée. C'est une participation, c'est une contribution. Je pense que d'autres ont d'autres voies pour faire comprendre, faire passer le message. Moi, c'est l'écriture, donc c'est une passion. Voilà. La particularité de l'armée sénégalaise, c'est qu'on a eu un legs depuis nos anciens. Ils ont eu à maintenir ce legs de courage, d'expérience, de prise de conscience, de responsabilité. 46 poèmes pour chanter la gloire des soldats. Ibrahim Diallo, auteur de l'ouvrage Le soldat inconnu, mon héros, est aussi un pur produit du mouvement navétane. D'où son ouvrage, Dictionnaire humoristique des navétanes. Merci Ibou. Et puis dans l'actualité sportive éliminatoire mondiale 2026 zone Afrique, le Sénégal connaît ses adversaires. Il s'agit de la RDC, le Togo, la Mauritanie, le Soudan et le Sud-Soudan. Des obstacles pas insurmontables selon les experts. Cher Sadibou Diarra. Le Sénégal dans le groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 à l'issue du tirage au sort des groupes effectué ce jeudi après-midi à Abidjan. Le champion d'Afrique est en compagnie de la République démocratique du Congo, de la Mauritanie, du Togo, du Soudan et du Soudan du Sud. Une poule à la portée des Lions du Sénégal qui vont rencontrer des adversaires pas inhabituels pour eux, à l'exception du Soudan du Sud. Toutefois, il faudra se méfier de la République démocratique du Congo, bien gérer le derby face à la Mauritanie et se venger du Togo, bourreau du Sénégal, lors des éliminatoires du Mondial 2006. Mis à part le groupe B, les compositions des 8 autres groupes sont aussi connues. Parmi eux, le groupe G, où se trouvent l'Algérie, la Guinée, l'Ouganda, le Mozambique, le Botswana et la Somalie. Et le groupe I, qui réunit le Mali, le Ghana, le Madagascar, la Centrafrique, les Comores et le Tchad, qui s'annoncent comme ceux qui seront les plus disputés. Les pays qui vont terminer premiers des 9 groupes des éliminatoires qui débutent au mois de novembre prochain iront au Mondial 2026. Les 4 meilleurs deuxièmes vont participer à un tournoi qui va servir de barrage pour l'Afrique. Le vainqueur de ce tournoi va participer à un autre organisé par la FIFA. Et puis El Hadj Ousseynou Diouf et Emmanuel Adebayor, anciens internationaux sénégalais et togolais, présents au tirage au sort des groupes des éliminatoires du Mondial 2026, ont réagi à la composition du groupe B que partagent leurs pays respectifs. Nous les écoutons avec Cher Sadibou Diarra. Que le Sénégal est favori de ce groupe, on l'accepte. Aujourd'hui, on est la meilleure équipe africaine. On va essayer de se préparer et d'avoir le même état d'esprit qu'on a aujourd'hui. C'est d'aller partout gagner les matchs et de jouer chez nous, de gagner les matchs et d'essayer aujourd'hui de faire ces déplacements sérieusement en étant sérieux et de vouloir gagner tous ces matchs. Le football a beaucoup changé. Nous, à l'époque, on avait une équipe très très forte, mais pas sur le papier, surtout mentalement, parce qu'on était soudés entre nous, parce qu'il n'y avait pas de star. On jouait tous les matchs à fond, mais c'est vrai que maintenant on a 2-3 joueurs, 2-3 bons joueurs. Maintenant, moi, en tant qu'ancien, je vais essayer juste de que tout le monde parle avec tout le monde pour voir dans quelle mesure on pourra finir près du deuxième. Je pense que si on part déjà de la base en disant qu'on veut finir deuxième, ça risque d'être très compliqué. Mais si on part sur le départ en disant qu'on veut finir premier, mais là par contre on pourra tout facile deuxième on qualifie. La fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Le cinéaste Moussa Touré est l'invité de Ndeye Fatou Niang. Soir d'info, la suite dans un instant. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.